Bon, ben bonjour à tous. Tout le monde est là? Moi, je m'appelle Frédéric Orsini, je suis ophtalmo. Je vous ai fait un cours déjà d'anat physio et je vous reviendrai vous faire un cours sur la décompression, mais en tant que technicien ce coup-ci. Donc, je vous fais 3 cours cette année. Le cours précédent, c'était anat physio, la fonction visuelle un petit peu. Le cours d'aujourd'hui, c'est hyperbarie en ophtalmologie. Et l'hyperbarie en ophtalmologie, c'est très vaste, donc j'ai essayé de balayer tout ce qui pourrait vous intéresser. Et sur un plan plus précis, plus pragmatique, en fait, tout ce qui avait trait à la fonction visuelle, aux yeux, aux différents tissus de l'œil, lorsque cet organe est soumis à une pression autre que la pression atmosphérique, que ce soit en atmosphère sèche au cours d'oxygénothérapie hyperbare, comme en immersion. Donc vous verrez au fil du cours. Alors attends, on bouge pas, je vais le faire comme ça. Donc il va y avoir plusieurs parties, une partie un peu bateau sur l'oxygénothérapie hyperbare et ses conséquences sur les tissus oculaires, une partie en immersion, et après une partie plus pratique sur les conséquences de la plongée scaphandre sur la fonction visuelle et sur l'œil. Et je vous ai aussi j'ai mis 3 cas cliniques aussi qui pourraient vous intéresser. Je suis plantée. C'est pas moi. Bravo. Fantastique, merci beaucoup. Alors les considérations générales, en fait, quand on regarde la littérature, tout ce qui est publié sur qu'on peut trouver dans la nature, sur internet, quand on fait bio, d'une pauvreté affligeante et très disparate. Et en fait, c'est facile à comprendre de notre côté, parce que il est très difficile, d'abord, ça semble pas trop intéresser les physiciens ou les physiologistes de savoir un petit peu comment se modifie la fonction visuelle en immersion ou en atmosphère hyperbare. Et de surcroît, il est très difficile de mesurer les différents paramètres de la fonction visuelle dans un caisson pour des raisons d'encombrement et de sécurité avec tous les matériels électriques. Faire une acuité visuelle, ça nécessite une installation d'environ 2 ou 3 mètres de longueur, une atmosphère lumineuse particulière, prendre une tension intraoculaire même avec la miniaturisation des différents appareils, ça reste quand même délicat, difficile. Et du coup, personne ne semble s'être trop intéressé à la question. Les rares études que l'on peut trouver sur l'effet sur la pression intraoculaire d'une oxygénothérapie hyperbare, par exemple, ou sur telle autre pathologie, semblent être le fait de produits d'un petit peu d'une réflexion, mais plus instantanée, plutôt qu'une étude qui aurait été mise en place, réfléchie, etc. Ce qui fait qu'en fait, les études que l'on a sont très parcellaires, sont très disparates. Il n'y a pas un protocole qui est identique à un autre. Il n'y a pas une série suffisamment significative pour qu'on puisse en tirer des conséquences. C'est assez décevant. Tout ce qu'on sait, c'est les fondamentaux de l'oxygénothérapie hyperbare, c'est-à-dire que lorsqu'on inhale de l'eau de pure à 3 atars, on a une pression partielle dissoute d'oxygène de 6%, et que ça suffit à restaurer une activité au niveau d'un tissu lésé qui, par une nécrose d'aval, par embole ou par d'autres pathologies. Donc ça, c'est vrai aussi pour l'œil. La vasoconstriction que l'on observe dans les organes qui sont soumis donc à une OHB, ça se voit aussi au niveau des tissus oculaires, mais là aussi sans conséquence, parce que c'est contrebalancé par cet effet d'augmentation de pression partielle d'oxygène. Alors, quelles sont les indications recommandées par la littérature, par la faculté, j'allais dire. C'est essentiellement les pathologies inflammatoires, les retards de cicatrisation. Alors les pathologies infectieuses et les retards de cicatrisation. Les pathologies infectieuses, c'est les cellulites orbitaires ou les gangrènes périoculaires, autant dire qu'on n'en voit pas beaucoup, mais bon, ça existe.
AGERM anaérobie ou fongique, c'est chez les sujets immunodéprimés ou âgés. Et pourquoi l'OHB va apporter quelque chose? Parce qu'en fait, ça c'est le tiroir classique. L'OHB va avoir une action bactéricide sur le germe anaérobie, bactériostatique sur le germe aérobie, et une action indirecte que vous connaissez avec l'augmentation de bactéricidie des polynucléaires, l'augmentation de la phagocytose et l'action additive de certains antibiotiques. En ce qui concerne les retards de cicatrisation ou les ischémies post-opératoires sur les lambeaux cutanés, on retrouve dans la littérature le cas d'une nécrose sclérale à propos d'un cas après résection d'un pterygion. Un pterygion, c'est ça. C'est un repli en fait de conjonctive qui part du canthus interne de l'angle interne de l'œil et qui va vers la cornée, qui pendant longtemps est gênant sur le plan local parce que ça s'enflamme, ça boursoufle, ça donne des sécheresses et des irritations locales, mais qui peuvent donner lorsque ça arrive au niveau de l'axe optique de la cornée, des astigmatismes et des séquelles visuelles. Donc on les enlève, on procède à des ablations, en fait, une délamination, une ablation. Et dans un cas dans la littérature a été résolu de nécrose sclérale post-chirurgie. Bon, ça aussi c'est tout à fait marginal, mais ça existe, c'est pour ça que je vous en parle. Alors le mode d'action de l'OHB, donc c'est l'effet bactéricide, bien sûr, l'augmentation de la tension en oxygène tissulaire, la pression partielle en oxygène tissulaire, la stimulation angiogénique, enfin bon, ça c'est le tiroir classique que vous avez vu plusieurs fois. Alors, parmi les indications purement ophtalmo, les indications recommandées, la première qui est la plus évidente, c'est la maladie des compressions. Vous n'avez pas encore fait les accidents des compressions. C'est la maladie des compressions avec des signes visuels. Alors, on considère qu'il y a des signes visuels lorsqu'il y a une ischémie au niveau des territoires postérieurs du cerveau, des aires visuelles, ischémiques qui sont la conséquence de migration ambulaire au cours d'un processus de désaturation non correctement réalisé, processus anarchique. Et là, donc, l'OHB intervient, vous le reverrez plus tard, avec plusieurs mécanismes. Le premier, c'est un mécanisme pressionnel. On joue sur la pression atmosphérique, la pression dans le caisson pour diminuer la taille de la bulle et la faire remigrer pour qu'elle repasse par le filtre pulmonaire et qu'elle soit éliminée. Ça, c'est l'effet pressionnel. Et il y a aussi l'effet oxygène qui va réparer, qui va apporter donc l'oxygène nécessaire au métabolisme des tissus en aval des emboles et permettre leur reprise fonctionnelle, entre guillemets. Alors, à côté de ça, tout ce dont on va parler maintenant, c'est purement théorique et en pratique malheureusement abandonné. La première pathologie, c'est l'oblitération de l'artère centrale de la rétine. Vous vous souvenez que l'artère centrale de la rétine étant la première branche de la carotide interne à direction de l'œil, c'est celle qui va être le plus facilement embolisée lorsqu'il y a des pathologies emboligènes, en particulier au niveau carotidien. C'est une pathologie qui est rare, mais qui se voit, et qui provoque une nécrose définitive de la rétine en quelques minutes. Autant dire qu'en fait, l'emploi de l'oxygénothérapie hyperbare est purement théorique et malheureusement en pratique non réalisé, mais je dis malheureusement, mais en fait, on peut raisonnablement penser que ce n'est pas un apport pour le pronostic fonctionnel. Par contre, dans certains cas, il existe des malformations bienheureuses, je dirais, de la vascularisation de la rétine, sous forme d'artères cilio-rétiniennes qui partent du nerf optique et qui vont irriguer qui vont assurer la vascularisation de la macula. C'est un faible pourcentage des yeux, mais dans ce cas-là, comme ces artères cilio-rétiniennes sont sous la dépendance des artères ciliaires postérieures et qui ne sont pas donc concernées par le mécanisme embolique au niveau de l'artère centrale, on peut imaginer obtenir des améliorations fonctionnelles par réoxygénation des tissus. Et tout ça, ça reste bien théorique et en pratique, en fait, on n'utilise pas l'OHP. Quelles sont les autres indications? La névrite optique ischémique antérieure aiguë. On a décrit quelques cas d'amélioration de noia, on appelle ça les noia, nous. La névrite optique ischémique antérieure aiguë, c'est une pathologie qui peut être soit emboligène
chez les sujets qui présentent des hypercholestérolémies ou des facteurs de risque vasculaires, soit inflammatoires, en particulier dans les maladies de Horton. La plupart du temps, ce sont des sujets âgés qui présentent une baisse d'acuité visuelle soit unie, soit bilatérale, avec des altérations du champ visuel altitudinal. On a des hémianopsies altitudinales horizontales. Ça, c'est caractéristique. Donc, on a des patients âgés qui consultent pour baisse d'acuité. On constate donc cette baisse d'acuité. Si on fait un champ visuel, on constate cette hémianopsie altitudinale. Et au fond d'œil, la plupart du temps, on observe un œdème papillaire avec des suffusions hémorragiques, un œdème papillaire qui peut être très important et qui traduit la souffrance de la partie antérieure du nerf optique. On décrit quelques cas d'amélioration de la symptomatologie des noyas après exposition en atmosphère hyperbare. Cela dit, en pratique, on n'a pas recours à l'OHB, on a recours pour le Horton à la corticothérapie à forte dose. Pour les athéroscléroses aussi, on ratisse large la plupart du temps, avec parfois un bon pronostic fonctionnel. Donc l'OHB est moins... Alors, pourquoi on galvaude? Pourquoi j'ai tendance à galvauder un petit peu quand je parle comme ça de ces indications de l'OHB? Parce qu'en fait, c'est difficile à mettre en œuvre, quoi. C'est-à-dire que des séances d'oxygénothérapie hyperbare, c'est long, c'est plusieurs séances par semaine, par jour. Chez les sujets pour lesquels on n'a pas la certitude de pouvoir apporter une amélioration, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup à cause de ça. Parmi les indications discutées, on a les oblitérations de branches veineuses ou de veines centrales de la rétine, qui sont pas des oblitérations à proprement parler, qui sont des ralentissements, des stases au niveau de la circulation veineuse de retour. Soit ça peut intéresser une branche veineuse avec des symptomatologies juste de scotum ou de baisse d'acuité très modérée de l'acuité visuelle. Soit, s'il s'agit d'une oblitération de la veine centrale de la rétine, comme sur le schéma ici, des acuités visuelles qui peuvent être réduites à moins d'un dixième et qui récupèrent pas. Pendant des années, jusqu'à il y a 20 ans à peu près, on a fait des bilans exhaustifs, comme les bilans du VEIT d'ailleurs, pour rechercher l'étiologie de ces oblitérations de veine centrale de rétine ou de branche. Et en fait, une étude majeure qui a été réalisée à Paris il y a une vingtaine d'années a mis en évidence le fait que le seul facteur de risque d'oblitération de veine centrale de rétine ou de branche, c'était l'hyperviscosité sanguine, sous quelque forme que ce soit. Par exemple, on a même décrit des oblitérations de veine centrale de la rétine chez des marathoniens qui s'entraînaient en altitude, par polyglobuline. Donc tout facteur d'hyperviscosité sanguine peut entraîner une oblitération de branche ou de veine centrale. Ça, et donc, en thérapeutique, bien qu'on ait pu proposer l'OHB, le seul traitement qui fasse à peu près ses preuves, ou du moins qui garantisse un pronostic fonctionnel à long terme, c'est l'érythrophérèse. C'est-à-dire qu'en fait, ou alors l'élimination si c'est des globules blancs par exemple, des plasmaphérèses, si on veut éliminer d'autres lignées qui seraient responsables de l'hyperviscosité. Mais le seul traitement qui ferait ces preuves à long terme, c'est ça. Donc ça a été décrit pour les oblitérations de branches veineuses, ça a été décrit pour les oblitérations de veines centrales, mais l'OHB malheureusement en pratique n'est pas utilisé. Alors ça, c'est un fond d'œil d'oblitération de veine centrale de la rétine. Vous voyez qu'il y a un œdème papillaire ici, qu'il y a des suffusions hémorragiques au niveau des fibres. Les suffusions, c'est des hémorragies en flamèche comme ça. Ça signe une extravasation de sang dans les couches superficielles, dans les fibres nerveuses. À l'opposé de ces hémorragies en pétéchie qui intéressent plutôt les couches profondes. En fait, il faut imaginer que il y a le sang n'arrive plus à être éliminé par la veine centrale de la rétine et diffuse un petit peu dans la rétine. Le pronostic fonctionnel est mauvais et dépend essentiellement de l'acuité visuelle de départ. C'est-à-dire qu'avec un fond d'œil comme ça, on peut raisonnablement penser qu'à un 20e ou un 10e à tout casser. À long terme, on décrit, c'est assez primitif, mais c'est la réalité. 3 tranches d'acuité visuelle. Les acuités visuelles très basses ne récupèrent pas. Et après, en fonction de l'acuité visuelle initiale, on peut obtenir des récupérations. Pour terminer, ça c'est pour vous, pour votre culture, si je puis me permettre, c'est si vous voyez des patients
atteintes d'oblitération de veine centrale, les orienter en particulier dans les 6 premiers mois vers un suivi régulier ophtalmo, parce que ces pourvoyeurs d'ischémie périphérique carabinée, très importante, qui ne se voient pas parce que c'est noyé dans ces suffusions hémorragiques, pour lesquels on fait des angiofluorographies et qui nécessitent des photocoagulations et des photoablations périphériques, sinon on peut courir le risque de glaucome néovasculaire. Alors ça aussi, on peut atténuer l'impact du glaucome néovasculaire avec maintenant les injections que l'on fait d'anti-VEGF intraoculaires et dont on peut, ça m'est arrivé d'injecter de l'Avastin dans des glaucomes néovasculaires très très importants avec des effets de disparition absolue et complète de toute néovascularisation en 48 heures ou en 72 heures. Donc là, il faut aussi atténuer, mais il faut penser à ça, il faut penser à surveiller des yeux qui ne sont pas fonctionnels, à la fois sur le plan clinique et surtout en géographique, pour éviter sa survenue de glaucome néovasculaire. Mais malheureusement, donc, en ce qui concerne l'OHB, en ce qui nous concerne, on n'a pas apporté la preuve, bien que ce sont des indications qui ont été discutées, de la, comment dirais-je, de l'efficacité. Alors si je vous parle de tout ça, c'est qu'en fait vous le trouverez dans la littérature, c'est listé avec toutes les réserves que je suis en train d'émettre. La maculopathie diabétique, pendant longtemps, ça a été un vrai fléau parce que pendant longtemps les diabétiques ont été s'équilibrés mal, non pas parce qu'ils étaient mal pris en charge, mais je dirais que un des principaux progrès dans la prise en charge des diabétiques, c'est l'éducation. Et désormais, on assiste à les diabétiques étant beaucoup mieux éduqués, beaucoup mieux pris en charge sur ce plan-là, chose qui était quand même très marginale il y a une vingtaine d'années. On a beaucoup moins d'effets secondaires fâcheux, je dirais, au niveau de la rétine. Alors, les effets secondaires fâcheux, ce que j'appelle ça, c'est la néovascularisation liée à une ischémie périphérique qui complique toute rétinopathie diabétique, et surtout la maculopathie diabétique. Alors la maculopathie, c'est un œdème de la zone centrale de la macula, et qui est responsable d'une mauvaise acuité visuelle à tous les sens du terme. Ça fait des baisses d'acuité visuelle, et parfois même pour des patients qui ont des acuités à 6-7 dixièmes P3 ou P4, qui sont compatibles avec une vie et une efficience normale, on a des gens qui sont extrêmement gênés parce qu'en fait, ils ont une qualité de vue qui est très mauvaise. Alors, pendant longtemps, ça a été un vrai fléau. On a imaginé photocoagulation en gris qui a considérablement amélioré le pronostic fonctionnel de ces patients. On a parlé de l'OHB parce qu'on avait parfois des améliorations transitoires des œdèmes, mais qui n'étaient que transitoires. Là, désormais, on est moins, je dirais que c'est un problème moins important dans la vie d'un patient diabétique compliqué, parce qu'on a d'abord une meilleure prise en charge, des gens qui sont mieux équilibrés, qui ont compris à long terme comment se prendre en charge, et on a développé dans notre arsenal thérapeutique, par exemple, des injections intravitréennes de dexaméthasone, d'anti-inflammatoires, de corticoïdes donc, et qui améliorent considérablement cette pathologie. L'OHB, là aussi, donc, encore une fois, une efficacité qui est transitoire, mais qui n'est pas reproductible à 100% et qui n'est pas en fait satisfaisante, étant entendu qu'en fait le premier traitement de la maculopathie comme de la rétinopathie et comme des complications en général, c'est l'équilibre du diabète. Alors le glaucome chronique. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, hein, si vous voulez m'interrompre. Le glaucome chronique, c'est une neuropathie optique, une dégradation progressive, lente des nerfs optiques par l'intermédiaire des fibres optiques, qui est due à une augmentation de la pression intraoculaire pour des motifs que l'on ne comprend pas encore, que l'on ne sait pas, soit élimination de la production la plupart du temps, et des facteurs, en particulier vasculaires, mais que l'on ne connaît pas, et qui, ajoutés à l'augmentation de pression, provoquent ces destructions des fibres optiques. Alors cette neuropathie optique est très insidieuse, elle est très lente. Quand on s'en rend compte sur le plan clinique, il faut considérer qu'en fait, on a une quantité très importante de fibres nerveuses qui est détruite, et donc jusqu'à il y a 20-25 ans, le glaucome chronique était un grand pourvoyeur de cécité et un vrai problème de santé publique. Dans les années 70,
est apparu le maléate de Timolol qui faisait baisser la tension intraoculaire et qui avait beaucoup moins d'effets secondaires que ceux qui existaient auparavant, à savoir la pilocarpine ou les adrénergiques, et qui a considérablement diminué la morbidité de ce glaucome. Mais on avait une attitude, si vous voulez, de prise en charge qui était qui était obsolète en fait. On attendait avant d'intervenir ou avant de traiter que de constater des altérations des fibres optiques et qui étaient irréversibles. Donc en fait, on a changé notre façon de procéder. Le glaucome chronique ou les neuropathies glaucomateuses n'est plus un problème depuis longtemps, je dirais. Ça a un coût, parce qu'en fait, maintenant, on a tendance à traiter toutes les hypertonies intraoculaires. On est même maintenant confronté à des problèmes de neuropathie chez les gens qui ont des glaucomes à pression normale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pression décelable élevée. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, le glaucome chronique, on en a parlé dans l'OHB, parce qu'en fait, certains glaucomateux, à une époque où la prise en charge n'était pas aussi efficiente, ont déclaré des améliorations de leur champ visuel, des améliorations de leur qualité de perception visuelle, après des séances d'oxygénothérapie hyperbare. Et donc on a imaginé utiliser cette thérapie adjuvante pour résoudre ce problème. Et c'est vrai que en pratique, bon, c'est peu utilisé ou c'est plus utilisé, mais ça a pu l'être. Le problème, c'est que il y avait un effet d'échappement au bout de 6 mois, donc il fallait refaire des séances d'oxygénothérapie, et c'est tombé malheureusement en désuétude. Enfin malheureusement, mais bon, c'est tombé en désuétude aussi parce qu'on a trouvé autre chose et qu'on a anticipé la dégradation. Quels sont les effets indésirables de l'oxygénothérapie hyperbare, c'est-à-dire de la mise en pression à sec? Il n'y en a pas beaucoup. Dans la littérature, on décrit des cataractes, des opacifications des cristallins, mais c'est pour des séances très très longues, pour des séries très importantes. Et la myopie, qu'on appelle la myopie hyperoxique par intumescence cristallinienne, mais là, celle-ci transitoire. Donc, quand je dis intumescence cristallinienne, c'est qu'en fait, le cristallin grossit dans son sens antéro-postérieur, il augmente son indice de réfraction, et l'image d'un point qui est situé à l'infini ne se fait plus sur la rétine, mais en avant de la rétine, et c'est ce phénomène de myopisation. Est-ce que c'est indésirable de détruire chez les professionnels hyperbares, par exemple? Alors je répète la question, est-ce que les effets secondaires myopie et cataracte ont été décrits chez les professionnels? Non. Parce qu'en fait ça a été décrit uniquement chez les patients. Ça c'est l'oxygénothérapie hyperbare. En immersion, non. En immersion, non. Alors, parmi les effets indésirables de la mise en pression, ça c'est un petit peu une histoire de chat. C'est un confrère, un copain de Martigues, qui est Dominique Gulner, qui a participé aux expérimentations Intex et Hydra 5 avec la Comex, et qui a eu l'idée d'étudier, entre autres, le champ visuel des plongeurs en immersion. Alors vous allez voir sur les photos que c'est quand même c'est très difficile à mettre en œuvre, mais il y est arrivé, et avec des conclusions malheureusement un peu iconoclastes pour l'époque. C'est-à-dire que ce type-là, il a mis en évidence l'altération d'allure glaucomateuse, c'est-à-dire qu'en fait, des altérations de champ visuel. On décrit une sémiologie d'atteinte glaucomateuse. C'est-à-dire qu'en fait, les premiers signes de destruction des fibres nerveuses, bon, c'est la baisse d'acuité visuelle, mais ça, c'est quand le nerf optique est vraiment très détruit. En amont, on a imaginé faire une cartographie de ces fibres nerveuses qui se détruisent progressivement par des champs visuels. Alors, la pratique de la réalisation d'un champ visuel, c'est on place un sujet devant une coupole neutre et on fait apparaître des points de la périphérie du champ visuel vers le centre, d'intensité lumineuse et de taille différents. Et lorsque les sujets les perçoivent en regardant fixement, lorsqu'ils les voient arriver dans son champ visuel, ils signalent la perception par un clic de souris ou voilà. Et chaque point correspondant est relié et par une courbe que l'on appelle un isoptère. Et cet isoptère relie les points de même sensibilité au niveau de la rétine. Et donc au niveau du centre de la rétine, on a
une sensibilité très importante, qui diminue avec la diminution du nombre de cônes au niveau vers la périphérie, et donc on a des isoptères, des courbes d'égale sensibilité de la périphérie, donc du centre vers la périphérie. Un des premiers signes, c'est un scrotum de Seidel, c'est-à-dire qu'en fait, la tache aveugle, au lieu d'être ronde, la tache aveugle, c'est l'émergence de la tête du nerf optique qui n'est pas donc fonctionnelle, et qui se représente par une tache, vous le verrez sur un champ visuel. Cette tache aveugle, ici, là, voilà, ça c'est la tache aveugle, ça c'est une courbe de champ visuel en sensibilité, exprimée en sensibilité. Donc tout ce qui est sombre est d'une très bonne sensibilité. Ça correspond au centre de la macula. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers la périphérie, la sensibilité diminue. C'est normal, il y a moins de cônes, il y a plus de bâtonnets qui sont moins efficients. Ici, ça c'est la tache aveugle. Et ici que vous voyez qu'au lieu d'être ronde, cette tache aveugle, elle est un petit peu ovale, quoi. On appelle ça un scrotum de Seidel. Un scrotum de Seidel, c'est la première atteinte au champ visuel dans le cadre de neuropathie glaucomateuse. Alors, on s'est rendu compte plus ultérieurement qu'en fait, lorsqu'on avait des scrotums, des signes au niveau des champs visuels, on avait presque la moitié des fibres nerveuses qui étaient fusillées, quoi. Et donc là, maintenant, on est passé à un examen qui s'appelle l'OCT, la tomographie à cohérence optique, et on arrive à déterminer, à calculer, à compter le nombre de fibres, et ça, c'est plus sensible encore pour ce qui est de la surveillance que le champ visuel, peu importe. Mais à l'époque, l'OCT n'existant pas, on faisait donc des champs visuels. Et le père Gülner, donc, il a étudié le champ visuel chez des plongeurs qui étaient soumis à des pressions, donc de façon continue, ou à la remontée, à la réimmersion, etc. Et qu'est-ce qu'il a mis en évidence? Des altérations d'allure glaucomateuse, c'est-à-dire des scrotums de Seidel qui étaient réversibles, mais qui reproduisaient ce que l'on observait dans le glaucome. Et ce type-là, il s'est dit, tiens, c'est peut-être l'utilisation des gaz ternaires qui a cet effet sur la vascularisation du nerf optique ou sur les fibres nerveuses. Donc il a imaginé faire la même chose à des faibles profondeurs à l'air. Et il a reproduit les mêmes altérations. Donc là, c'est un mystère sur le plan physiologique. Et donc, lui, il a dit, pour moi, il se produit une hypoxémie au niveau de la tête du nerf optique, qui est responsable d'une sidération transitoire d'allure glaucomateuse, finalement, et c'est comme ça que j'explique ce phénomène. Le problème, c'est que bon, c'est tombé en désuétude, parce que le type... Voilà. Parce que le type avait un caractère, une forte personnalité, il s'est marbré avec tous les gens qui ont fait la manipulation, et s'est tombé en désuétude. Mais là aussi, tout ça pour dire qu'en fait, en mise en pression, en inhalation de gaz, on obtient des pathologies glaucomateuses, et ça va à l'encontre de ce que l'on avait constaté, c'est ce qui est troublant, c'est ce qu'on avait constaté en OHB chez des patients glaucomateux. Alors pour vous montrer en fait que c'est sorcier, ça c'est dans les années 80, donc ça c'est Dominique Gülner qui est en train de communiquer avec les mecs qui sont dans le caisson. Vous avez ici l'espèce de cuve, pardon. Vous avez ici en bas la cuve en fait, au fond de laquelle on fait apparaître les points, et en face de laquelle le plongeur se trouve et va détecter les points lumineux. D'accord ? Cette cuve, il l'a bricolée avec des chambres à air. Pourquoi ? Pour que ce soit étanche en termes de luminosité ici sur le sas. Donc vous voyez en termes de manip l'hérésie que ça représente, parce que l'atmosphère lumineuse n'est pas contrôlée. L'atmosphère lumineuse à travers le hublot, qui est à mon avis un verre qui doit être sombre parce que très très épais. Donc ça aussi, ça corrompt un petit peu la manip. La chambre à air, c'est du bricolage, mais bon, ça a le mérite d'exister. Et voilà donc Gülner qui communique avec les plongeurs par micro et qui adapte ici son champ visuel. Avec ce raccord-là pour assurer donc l'étanchéité lumineuse et de faire sa manipulation. Voilà, autant dire que bon, malheureusement c'est tombé. Vous pouvez, là on peut imaginer la difficulté que ça représente ce genre de manip, et surtout que ça soit pas reproduit, que ça tombe en désuétude. Voilà, donc je vais vous parler toujours sur la pression intraoculaire. Quand j'ai été à votre place il y a une dizaine d'années, j'ai fait une manip sur l'étude de la pression intraoculaire en atmosphère hyperbare. En d'autres termes, est-ce que
cette pression intraoculaire est modifiée. Alors on ne sait pas ce que devient l'acuité visuelle en caisson, en immersion. On ne sait pas ce que devient la vision des couleurs, la vision des contrastes, le champ visuel, la vision des mouvements, etc., etc. Tous des paramètres qui font la fonction visuelle. La fonction visuelle, c'est pas l'acuité visuelle simplement. Tout ça, on ne sait pas. Donc j'ai pris un arbitraire. J'aurais pu faire la vision des couleurs. Ça m'aurait moins valu d'ennui entre guillemets, si tant est que j'en ai eu quand même. J'en ai pas eu beaucoup. Et donc j'ai voulu au tout venant, c'est ça qui m'a venu, parce que maintenant, quand j'ai commencé ma médecine il y a bien longtemps, on pouvait, c'est une mauvaise chose, mais on pouvait se permettre de prendre une tension comme ça chez 10 personnes dans un service donné pour étudier, je sais pas moi, voilà. Maintenant, c'est absolument interdit. On comprend pourquoi. Je porte pas de jugement. C'est la protection des patients. On peut pas faire n'importe quoi avec les patients. J'avais imaginé à l'époque que la prise d'une tension intraoculaire n'était pas un geste invasif, n'était pas un geste intrusif, mais bon, ça l'était. Et c'est pour ça que je n'ai pu faire une manip que sur 10 volontaires. 10 volontaires, c'était 5 soignants du caisson et 5 patients qui venaient caissonner pour des surdités brusques, pour des accidents de décompression, etc., etc. Donc, j'ai fait une manip, j'ai pris la tension intraoculaire avec un appareil portable, après instillation d'une goutte pour anesthésique de contact, avant l'immersion, avant la compression, pardon, à l'arrivée à 2,5 kata, c'est-à-dire à 15 mètres, et après une demi-heure d'inhalation d'oxygène. Et après au retour à la surface. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? En fait, je n'ai absolument pas trouvé de modification de la pression. Alors après, toujours pareil, je n'ai pas pu faire une grande série parce qu'en fait, il aurait fallu que je fasse une demande au CPP, je sais pas quoi. Il y a un comité, je crois, d'éthique, qui ne délivre des autorisations, qui ne statue qu'avec une inertie importante, qui correspondait pas qui était incompatible avec la réalisation de cette étude. J'aurais aimé, moi, faire beaucoup plus de cas pour être significatif. Du coup, je ne suis pas statistiquement significatif. J'ai des arbitraires de prise de tension intraoculaire avant, pendant l'immersion. Ça, j'ai essayé d'être le plus logique possible, mais il n'y a pas une donnée de la littérature avec laquelle ça puisse être confronté. Le seul enseignement que j'en ai retiré, c'est que on pouvait imaginer que la mise en pression d'un œil, que ce soit sec ou dans l'eau, n'ayant pas de retentissement sur la pression, et on le verra plus tard, allégué par des patients glaucomateux plongeurs, on pouvait imaginer que le glaucome chronique ne pourrait plus être une contre-indication à l'immersion. La seule contre-indication ophtalmo à l'oxygénothérapie hyperbare, c'est le tamponnement interne. Quand on opère de décollement de rétine et qu'on injecte du gaz à l'intérieur d'un œil, ce tamponnement interne, il est fait avec du gaz qui s'expand et qui a pour objet de maintenir la rétine réappliquée avant que l'épithélium pigmentaire assure la fusion, la colle physiologique et biologique entre l'épithélium pigmentaire et la couche neurosensorielle. Voilà, donc en fait, la seule contre-indication ophtalmo, quelle que soit les pathologies, c'est le tamponnement interne, parce que avec la loi pression-volume, à la mise en pression et surtout au retour à la surface, en cas d'expansion du gaz, parce que dans les premiers jours, le gaz s'expande dans l'œil avant d'être réabsorbé au fur et à mesure, on peut avoir des augmentations de tension à 30, 40, 50 mm de mercure, et ça peut flinguer un nerf optique en quelques heures. Voilà, donc c'est une seule contre-indication. Le gaz dure combien de temps dans un œil? Ça dépend du gaz. Il y a on va dire une semaine à peu près, entre une semaine et 10 jours, mais tout en sachant qu'en fait le gaz est progressivement réabsorbé par l'œil, et nous, un peu ce qu'on observe à l'intérieur d'un œil, c'est une bulle qui diminue de jour en jour. Donc ce sont les premiers jours qui sont cruciaux. Les premiers jours où on place les gens dans des positions parfois inconfortables, le nez contre le truc ou sur le côté, pour que la bulle puisse s'expandre dans le bon sens. Donc les premiers jours, on va dire les 4-5 premiers jours, il y a une expansion du gaz et une action majeure. Après, les 5-6 jours qui suivent, la bulle ayant tendance à beaucoup diminuer, ça joue moins c'est moins une contre-indication à l'exogénothérapie, mais dans le doute,
Il ne faut pas s'amuser à essayer d'évaluer la quantité de gaz. Est-ce que vous considérez que les lésions, quel écoulement existe des cas, des contaminations Alors, les lésions qui est-ce qu'on considère que les lésions qui prédisposent aux écoulements de rétine chez les myopes forts ou chez les myopes, c'est les sujets à risque, sont des contre-indications à l'OHP? Non, parce qu'en fait, si c'est une contre-indication, on les traite par le laser. Et à ce moment-là, on a une contre-indication temporaire d'1 mois, au cours de laquelle on considère que c'est parfaitement cicatrisé, et on peut permettre une immersion en mer, comme une mise en pression en oxygénothérapie hyperbare. Donc dans le cadre d'une pathologie, alors d'un côté, c'est une question qui se pose et qui se pose pas, parce que quand on pose une indication d'OHB chez une sourdité brusque ou dans des pathologies un petit peu aiguës ou quoi, ou chez des gens qui sont immobilisés en réa, on peut pas leur faire d'examen fin de la rétine pour savoir s'ils ont ou non de lésions prédisposantes. Donc, dans le doute, on peut imaginer que tous ceux qui sont passés au travers, n'ayant jamais décollé, si on s'en serait rendu compte, n'ayant jamais décollé, donc l'OHB n'est pas un facteur de risque. Pour autant, si on diagnostique une lésion, dégénérative de la rétine à risque, on la traite. Là aussi, pendant longtemps, on a traité toutes les lésions avec des sémiologies très complexes, descriptives, etc. Lorsque la photocoagulation au laser argon, dans les années 70-80, est apparue. Et puis on s'est rendu compte après que les décollements de rétine, la plupart du temps sur déhiscence, apparaissaient sur des trous ou des déchirures qui s'étaient constituées quelques semaines auparavant et dans des zones de rétine saine. Donc c'était peut-être pas non plus, ça remettait en question l'attitude maximaliste de dépister, de traiter systématiquement les blancs sans pression, les schisis, etc. Enfin des lésions que l'on peut voir ouvertes à 3 miroirs et qui sont vraiment de l'hyperspécialité. Voilà, donc ça c'est la première partie à sec sur l'OHB. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors on va continuer sur l'ophtalmologie et la plongée sous-marine. Alors la vision sous l'eau, vous savez tous que lorsqu'on s'immerge, les yeux ouverts, l'eau au contact de la cornée supprime, si vous voulez, l'effet de dioptre et supprime l'indice de réfraction de la cornée par rapport au dioptre global de l'œil, quoi. Et l'œil devient ainsi hypermétrope de la puissance de réfraction de la cornée, c'est-à-dire d'environ 40 dioptries. Autant dire que sous l'eau, quand on ouvre les yeux, on voit absolument rien. On voit des ombres, enfin, on voit des silhouettes à 2-3 mètres, mais pas beaucoup plus. Pour restaurer ça, il suffit d'intercaler un espace aérien entre l'eau et l'œil pour établir à la cornée son indice de réfraction et son hémétropie. C'est-à-dire pour que l'image d'un point qui s'est situé à l'infini se fasse sur la rétine. Et ça, c'est le rôle du masque. D'accord? L'avantage, donc, il rend à l'œil ses propriétés naturelles. L'inconvénient, c'est en termes de perception visuelle, il y a des anomalies qui sont liées donc à la présence de ce masque. La première anomalie, c'est la distorsion des objets, avec la perception d'un rapprochement d'environ 25%, une sensation de grossissement des objets d'environ 30%, un effet prismatique en cas de visée, en dehors de l'axe optique, qui peut perturber l'appréciation des distances, une réduction du champ visuel, bon mais ça c'est facile à comprendre, hein, c'est parce que la taille d'un masque n'est pas... Quoique là maintenant on a des masques qui sont de plus en plus, qui ont été calculés pour être de plus en plus avec un champ visuel plus important. Et une activité stéréoscopique médiocre. Voilà. Et ça, c'est uniquement pour les propriétés de base. On ne sait pas ce que devient l'acuité visuelle dans l'eau. On ne sait pas ce que devient, encore une fois, une vision des couleurs, de contraste, etc. dans l'eau. Mais la fonction visuelle, déjà, nécessite, pour son intégrité, le port de ce masque. Alors, l'acuité visuelle est modifiée. Elle est modifiée comme pour les pilotes de chasse, parce qu'en fait, on n'a pas de point référentiel à l'infini. On est dans le bleu, que ce soit dans le ciel ou en immersion, on n'a pas de point à l'infini. Et donc, en fait,
le punctum remotum, le point situé à l'infini, a tendance à reculer ou n'étant jamais fixé, on observe une myopisation, une tendance à la myopisation. En plus, il y a une diminution progressive de la quantité d'énergie lumineuse qui est divisée par 30 à 40 mètres. Ça aussi, ça perturbe considérablement l'acuité visuelle, sachant qu'après, ce sont les bâtonnets qui prennent le relais, et que les bâtonnets sont beaucoup moins performants. Ça, malheureusement, on n'a pas les moyens de l'étudier. En plus, il y a le spectre chromatique qui est absorbé, enfin la lumière est absorbée, longueur d'onde par longueur d'onde, d'abord le jaune, puis après l'orange, le rouge, le vert, pour qu'à 40 mètres ou 50 mètres, on ait une perception bleue de tout notre environnement. Pour restaurer ça, il suffit d'éclairer avec un phare, et là on restitue les couleurs parce qu'on restitue un éclairage important. Donc le fait d'avoir cette myopisation, le fait d'avoir cette diminution de l'énergie lumineuse, le fait d'avoir une diminution, une absorption du spectre, et je ne parle pas de la turbidité des particules en immersion. Tout ça, ça fait qu'en fait, la fonction visuelle est considérablement modifiée en immersion. Ça, c'est le versant physiologique un peu, c'est pas très épais, mais bon, c'est tout ce qu'on peut dire. Quelles sont les pathologies qui peuvent arriver en immersion, en plongée là ce coup-ci? Il y a 3 types de pathologies: des accidents barotraumatiques qui sont liés à la pression, des accidents liés à la pression partielle des gaz que l'on va inhaler, respirer, qui vont devenir toxiques, et des accidents liés à des désaturations anormales, anarchiques, des accidents de désaturation qu'on appelle les accidents de décompression. Le premier barotraumatisme le plus connu, c'est le plaquage de masque. Il y a des plongeurs parmi vous? Ouais, 3, 4. Ah ben voilà. Donc le plaquage de masque, en fait, c'est dû au fait que à l'immersion, le masque, l'eau appuie, la pression de l'eau appuie sur la vitre du masque, déforme la jupe qui est en silicone jusqu'au moment où le seuil de déformation de sa jupe en silicone étant atteint, il va se produire un effet de succion, d'aspiration de tous les tissus qui sont dans le masque. Si le plongeur ne compense pas en soufflant par le nez lorsqu'il descend, il va se produire donc un espèce d'aspiration avec des hématomes, des pétéchies au niveau de la partie des parties cutanées concernées. On peut observer des hémorragies sous-conjonctivales, même des hémorragies chambre antérieure, ça a été décrit. Tout ça, c'est bénin, c'est spectaculaire, mais c'est bénin. Ça nécessite un avis ophtalmo, mais la plupart du temps, c'est bénin quand ça survient. La prévention, on apprend à tous les encadrants à dire à leurs élèves de souffler par le nez régulièrement, et donc ça c'est pour équilibrer le plaquage. C'est différent du Valsalva pour équilibrer les oreilles. Alors, les accidents liés à la pression. Vous savez que les gaz comme l'azote ou l'oxygène inhalés à des pressions supérieures à la pression atmosphérique deviennent toxiques, peuvent devenir toxiques au-delà de certains seuils. En ce qui concerne l'azote, qui pour conséquence la narcose à l'azote, l'oxygène, lui, ce sont des crises d'hyperoxie. Alors quels sont les signes observés? Ça je pense que vous les ferez, ce sera étudié dans un module ultérieur. C'est pour ça que je passe un petit peu superficiellement là-dessus. Quels sont les accidents quelles sont les manifestations visuelles en cas de narcose, par exemple, lorsque la pression de l'azote aux alentours de 30 mètres, ça fait à peu près au-delà de 3 bars d'azote, de pression partielle d'azote inhalée, on observe des signes d'hallucination, de baisse d'acuité visuelle, de nystagmus. Voilà, ça s'inscrit dans un tableau de narcose globale. Ce sont les signes visuels que l'on observe. En ce qui concerne les signes liés à la crise d'hyperoxie, qui en théorie survient en immersion dans l'eau, donc à au-delà d'un bar 6 d'inhalation d'oxygène pur, c'est-à-dire au-delà de 60 cm à la plongée à l'air en immersion. Ça c'est purement théorique. On décrit des flous visuels, des visions tubulaires, des scotomes, des micropsies, etc., etc. En fait, en principe, la crise d'hyperoxie est brutale, survient à l'emporte-pièce,
Et les gens qui en ont fait, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup pour raconter ce qu'ils ont vécu, et encore moins les pronoms parce que c'est extrêmement brutal. Autant la narcose, on peut, sur la base des témoignages ou sur des constatations, décrire d'une sémiologie, autant sur l'hyperoxie, c'est à prendre un peu avec du recul. Cela dit, c'est décrit, donc je vous en parle. Les effets régionaux des accidents de désaturation, donc ce sont les accidents que l'on appelle des accidents biophysiques. Vous verrez plus tard l'incidence de la saturation en azote sur la durée, en fonction de la profondeur, et le comportement à adopter pour la remonter pour éviter ces accidents. Que se passe-t-il en cas de désaturation anarchique, en cas de procédure de décompression incomplète, inadaptée? Il peut se passer en fait des cécités corticales, manifestation d'emboles au niveau des zones postérieures du cerveau, du cortex occipital. On peut, mais alors là c'est une imputabilité difficile à retenir, observer des ischémies capillaires rétiniennes, mais surtout des altérations du champ visuel systématisées. Ça c'est beaucoup plus fréquent. On a des épisodes de flou visuel, de gêne et d'altération campimétrique en fonction des zones ischémiques ou atteintes par les processus emboligènes. Alors, un cas clinique d'une patiente qui me consulte, une patiente autonome à certaines conditions parce qu'elle est niveau 2, qui a 45 ans, qui au cours de plongées simples n'a jamais eu le moindre problème, mais qui par contre au cours de plongées successives, c'est-à-dire au cours d'une deuxième plongée avant 12 heures après la première plongée, décrit des phénomènes visuels dans un contexte de fatigue, des phénomènes de flou visuel à la remontée, et des épisodes de vision double surtout. Elle dit que quand elle suit son mari qui la tanne pour faire des voyages, des croisières plongées, quand elle fait 2 plongées par jour, de façon quasi systématique, elle le décrit ça. Alors, quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir, c'est, au décours d'un examen strictement normal, la conduite à tenir, c'est de penser, je pense qu'en fait, il s'agit d'un accident probable ou d'une manifestation d'un accident de désaturation, tout comme les accidents cutanés, par exemple, que vous verrez plus tard, et qui sont souvent galvaudés. Quand on a des puces ou des moutons chez un plongeur, on se dit, bon, c'est pas grave, c'est rien. Alors qu'en fait, ça doit être considéré comme un authentique accident de désaturation. Et très souvent, lorsque des gens présentent des accidents très importants, des gros cartons, on se rend compte à l'anamnèse que ces gens-là avaient présenté un ou plusieurs épisodes d'accidents cutanés, qui sont malheureusement galvaudés, qui sont un petit peu négligés. Et là, je mets ces épisodes-là, j'ai prévenu cette patiente en lui disant que on pouvait raisonnablement penser qu'il s'agissait d'accidents ou de désaturation à minima, et qu'à ce titre, je déconseillais donc, j'ai préconisé la plongée comme en cas de découverte d'un FOP chez des plongeurs qui tiendraient absolument à plonger, c'est-à-dire une seule plongée par jour, privilégier le nitrox, plonger dans la courbe de sécurité, pas au-delà de 20 mètres, 20 minutes, etc. Pas d'effort, tout ça ce sont des recommandations que vous pourrez trouver sur le site de la commission médicale de prévention de la fédération de la FFESSM par exemple. Vous avez toutes ces préconisations. Et c'est ce que j'ai préconisé chez cette patiente qui se posait la question de partir accompagner son mari en croisière plongée. Et là, j'ai mis des réserves parce qu'en fait, en croisière plongée, c'est facile, on plonge, on mange, on dort et on picole. Et on fait 3 plongées. Il y a même des fondus qui font 4 plongées par jour. Et donc là, c'est le plus sûr moyen pour elle, à mon avis, d'aller vers une complication, vers un accident. Alors, si on considère tissu par tissu, quelles sont les pathologies que l'on peut rencontrer en immersion? Pour la cornée, c'est surtout les kératites, les irritations. Les irritations de la cornée, c'est soit chez les porteurs de lentilles, par exemple, qui ont une mauvaise hygiène ou qui prennent un germe, une saleté en immersion. Donc, ça se traite comme une kératoconjonctivite, c'est facile. Les produits anti-buée, à mon avis, perso, faut éviter, parce que c'est très très irritant au niveau des cornées, c'est vraiment gênant, et si vous les dosez pas
et que vous avez une irritation, je peux vous dire que là vous vous en souvenez pas. Évidemment, la plongée c'est fini, ça brûle, c'est très désagréable. Donc, bon, c'est très grossier, mais il vaut mieux cracher, étaler un film de salive à l'intérieur du masque, parce que ça c'est véritablement le plus efficace. En ce qui concerne la pathologie au niveau de la chambre antérieure, c'est-à-dire entre la cornée et l'iris, des ifémas traumatiques, bon, mais ça a été décrit, mais ça peut être à la limite, on peut imaginer que c'est décrit dans tous les autres sports. Et pour les chambres antérieures étroites, la nécessité d'un traitement préventif pour prévenir une fermeture de l'angle. Quand je vous ai fait cours sur l'angle irido-cornéen, vous vous souvenez que l'angle formé par l'iris et la cornée, dans cet angle ici, il y avait sur 360 degrés un canal de Schlemm qui était contigu à un trabéculum et qui était le lieu d'élimination de l'humeur aqueuse. Si chez certains patients, chez les hypermétropes par exemple, ou chez des gens qui ont des intubations cristalliniennes, il peut y avoir un angle un petit peu moins ouvert et donc une difficulté à l'élimination de l'eau. Nous, systématiquement, on fait des lasers préventifs, on fait des iridotomies, on troue les iris en périphérie pour faire un court-circuit dans la circulation de l'eau vers le trabéculum et le canal de Schlemm pour éliminer l'humeur aqueuse. Donc les angles étroits ne peuvent plus, à mon avis, être considérés comme des facteurs de risque à l'immersion. Toutefois, il faut le mentionner quand même pour que en cas de non-iridotomie ou en cas de risque particulier, on pourrait avoir en immersion, sous l'effet d'une mydriase à cause d'une mauvaise quantité lumineuse, des fermetures de l'angle, voire des glaucomes par fermeture de l'angle. En pratique, ça n'a jamais été décrit. C'est ce qu'on appelle la crise du cinéma. On est en mydriase et pendant l'atmosphère sombre, on ferme son angle et on fait une crise de glaucome aigu. En pratique, on n'observe pas, pour deux raisons. D'abord parce que, bon, c'est comme ça. Et la deuxième, c'est qu'en pratique, maintenant, on a vraiment, presque par excès que par défaut, on a tendance à faire des iridotomies, donc c'est plus un problème. Donc en fait, tout ça pour vous dire que le glaucome chronique, comme le glaucome, comme les fermetures de l'angle, à condition d'avoir un traitement préventif, ne sont plus des contre-indications à l'immersion. Les cristallins, bon, pas de pathologie en plongée loisir, ça c'est pour un peu répondre à ta question aussi de tout à l'heure. Il y a une étude, on peut trouver une étude qui décrit des altérations de l'épithélome pigmentaire chez des plongeurs professionnels. C'est la seule étude qu'on trouve dans la littérature. Je comprends pas pourquoi elle n'a pas été reproduite. Elle n'a pas été reproduite parce que peut-être qu'elle n'apportait pas, il n'y avait pas de pathologie avérée, gênante chez ces plongeurs professionnels. Elle n'a pas été reproduite parce que ça intéressait personne. Toujours est-il qu'on décrit des altérations de l'épithélome pigmentaire, des couches profondes de la rétine chez les plongeurs professionnels. Ça j'avoue que en ce qui me concerne, j'en ai jamais constaté. Alors maintenant, là, on parle de contre-indications, deuil et aptitude à la plongée. J'ai fait partie du groupe de travail de la Fédération française d'études des sports sous-marins. Alors, je vous parle de cette fédération parce qu'en fait, elle est délégataire, et donc l'État lui confie sa mission de service public, et donc elle est dans le cadre de cette mission de service public, on s'occupe, la Fédé s'occupe de la mise en place de l'organisation, de la promotion de l'activité, etc., et de la surveillance médicale. Donc on est appelé à statuer sur des pathologies qui contre-indiquent ou non l'immersion. Et en ce qui concerne les contre-indications ophtalmologiques, on a revu il y a 4 ou 5 ans, avec un groupe de travail, on a revu les contre-indications. Alors, les contre-indications définitives, ce qui reste, c'est les prothèses creuses. Alors, les prothèses creuses, c'est les prothèses d'hydroxyapatite que l'on insère pour que les yeux, les prothèses oculaires soient mobiles. Ça, c'est surtout dans un souci esthétique, je dirais. C'est rare, mais bon, c'est une contre-indication absolue. Pourquoi? Parce que si une bulle d'air vient à se loger dans la prothèse creuse, à la remontée sous l'effet de l'expansion, la prothèse peut se rompre, exploser et compromettre la santé du plongeur.
Les pathologies vasculaires. Alors là, on a modifié l'item. On dit pathologie vasculaire de la papille, c'est-à-dire du nerf optique, de la rétine et de la choroïde non stabilisée et susceptible de saigner. Alors après, c'est les néovascularisations chez les diabétiques, les néovascularisations qui compliquent certaines pathologies rares de la rétine, certaines néovascularisations ou certaines hémorragies rétrohyaloïdiennes dans le cadre de déchirures de la rétine, de décollement postérieur du vitré, etc., etc. Donc ces pathologies vasculaires, à condition d'être stabilisées, traitées, ne sont plus des contre-indications en immersion. Le kératocone. Alors le kératocone, c'est une pathologie de la cornée, c'est un amincissement de la cornée, une altération de sa structure, de son élasticité, de sa structure. Le kératocone est compatible la plupart du temps avec une vie et une vue normale. Mais dans quelques pourcentages des cas, on observe des déformations parce que la cornée est moins rigide, moins solide, des déformations qui sont responsables d'astigmatisme. C'est pour ça que on recherche systématiquement un kératocone chez un enfant ou un adolescent ou un adulte qui présente un astigmatisme évolutif. Là où un astigmatisme, la plupart du temps, même élevé, est stable tout au long de la vie. Vous avez un astigmate de 2 ou 3 dioptries. S'il n'a pas de kératocone, il restera à 2 ou 3 dioptries toute sa vie. Ça, c'est un... Donc, lorsque l'on voit une augmentation de ce kératocone, de cet astigmatisme, on dépiste systématiquement le kératocone. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est difficile à équiper en termes d'anti de contact. Ça diminue, ça perturbe la fonction visuelle parce que ça agit sur la transparence de la cornée. Et en ce qui nous concerne pour la plongée, au stade 3 et 4, il y a un amincissement tel qu'il y a des risques de rupture spontanée ou provoquée, traumatique en particulier. Donc le kératocone avant c'était contre-indication absolue. Mais il y a eu des associations de porteurs de kératocone qui ont saisi les autorités, les pointures en France de la chirurgie réfractive et de la greffe de cornée, et tous ont fait ce que j'ai fait, une revue de la littérature. Tout le monde a dit, mais on n'a jamais vu de rupture spontanée ou enfin de rupture à l'immersion de kératocone. Et parmi nos gens, les gens que l'on prend en charge, on a une attitude thérapeutique qui fait que on n'a pas de complications de cet ordre-là. Donc pour nous, c'est pas une contre-indication. Alors on a coupé la poire en deux, on a dit tous les kératocones stade 1 et 2, c'est-à-dire des amincissements peu ou pas évolutifs, stables, sont compatibles avec la plongée, avec l'immersion, et les kératocones stade 3 et 4 sont contre-indiqués. Ils sont contre-indiqués pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un amincissement et des ectasies, des espèces de cloques sur la cornée, des zones de fragilité. Donc, il ne s'agit pas de faire courir un risque à ces gens-là de rupture traumatique. Et la deuxième contre-indication, c'est qu'on a pris en compte le critère d'acuité visuelle pour l'activité. Un kératocone stade 3 et 4 n'est pas compatible avec une bonne vue et donc est un facteur de contre-indication. Voilà, donc maintenant, depuis quelques années, les kératocones peuvent plonger. Alors les contre-indications temporaires, c'est les chirurgies. Alors les chirurgies réfractives, PKR ça veut dire photokératectomie réfractive, c'est-à-dire un traitement de surface. LASIK c'est une délamination de la cornée pour appliquer l'énergie lumineuse sur le stroma cornéen, c'est-à-dire une zone de la cornée qui est inerte et qui, au cours de la cicatrisation, ne risque pas de donner des troubles de la transparence de la cornée. Donc ça, en cas de PKR ou de LASIK, la contre-indication temporaire est de 1 mois. En cas de chirurgie de cataracte, du glaucome et de chirurgie vitréorétinienne, alors cataracte c'est facile, glaucome c'est des sclérectomies, c'est-à-dire des ouvertures du canal de Schlemm localisées pour faire des déviations, des courts-circuits, des déviations de la circulation d'eau. Chirurgie vitréorétinienne parce que la plupart du temps on fait 2 trous voire 3 dans la sclère à partir de 5 mm au limbe, pour faire des vitrectomies, pour traiter la rétine décollée par exemple. Ça, ce sont des contre-indications temporaires de 2 mois. Donc ça, c'est quand même très important. C'est le résultat aussi en ce qui concerne la chirurgie de la cataracte, des incisions qui sont tunnelisées, qui sont de plus en plus petites. Quand j'ai commencé ma spécialité, on faisait des incisions de 15 mm pour les cataractes. Maintenant, on est à 1,8 quoi, 1,8 ou 2,2. Donc en fait, on a plus de risque péropératoire, on a des incisions qui sont auto-étanches, et donc on n'a plus de risque infectieux ou traumatique de réouverture de brèches cornéennes. La kératoplastie, c'est la greffe de cornée, c'est 8 mois.
Les infections aiguës du globe ou de ses annexes jusqu'à guérison, ça c'est facile à comprendre. Et les bêta-bloquants, parce qu'en fait, il y a toujours, lorsque l'on traite un glaucome chronique par bêta-bloquant, il y a toujours une réabsorption, parce que vous savez, je vous avais dit que les larmes étaient évacuées et drainées par la voie lacrymale, dans les fosses nasales, et il y a toujours une réabsorption du produit des collyres que l'on prescrit. Et on a observé, avec les bêta-bloquants par exemple, une multitude d'effets secondaires. Le plus significatif, le plus démonstratif, c'est l'asthme. Si vous avez un asthmatique actif à qui vous prescrivez des bêta-bloquants, je peux vous dire on peut déclencher des crises carabinées, et c'était vraiment avéré. Donc, qui dit réabsorption dit effet secondaire, même pas d'effet secondaire, mais une mauvaise adaptation à l'effort, par l'effet inotrope, nomotrope, chronotrope négatif des bêta-bloquants, mauvaise adaptation à l'effort et à l'immersion. Donc, on dit, si on a un glaucomateux qui est traité par bêta-bloquant, il vaut mieux changer la thérapeutique. Quand il est équilibré, on peut le permettre à l'immersion, parce que les bêta-bloquants vont perturber la réponse à l'effort et aux contraintes hémodynamiques en immersion, et donc c'est une contre-indication. Alors là, la grosse nouveauté, c'est on a calqué notre schéma de contre-indication au permis de conduire, au texte européen de permis de conduire. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que pour les niveaux 3 et 4, c'est les plongeurs autonomes, et pour les encadrants, on demande une acuité visuelle en binoculaire avec correction supérieure à 6 dixièmes. Donc on a des masques correctifs, on peut plonger avec des lentilles. Acuité, c'est assez primitif comme texte, mais bon, c'est au moins le mérite d'être formalisé. Il faut que les gens aient les deux yeux ouverts avec correction plus de 6 dixièmes. Dans le cas inverse, contre-indication. Sport adapté ou fédération handicapée, mais pas fédération FESSM, quoi. Et par contre, si un œil est amblyope, si un œil est perdu pour tout un tas de raisons, si un œil a une acuité inférieure à 1 dixième, il faut que l'autre ait une acuité à plus de 8 dixièmes. Voilà, ça c'est des textes, ça fait partie des textes pour le permis B. Alors, 2 cas cliniques pour terminer. Un premier qui m'a été donné par Mathieu, d'un patient d'une 50aine d'années, qui fait une plongée à 33 mètres avec un temps d'immersion de 40 minutes et qui ressent une gêne douloureuse à la partie supéro-externe de l'orbite gauche à la descente. Une gêne douloureuse, mais bon, qui passe. Il fait sa plongée, donc 33 mètres 40 minutes, et à la remontée, un ptosis. Voilà, donc là vous le constatez, ici, ptosis gauche, vous voyez que la paupière est un petit peu plus descendue qu'à droite. Pas de déformation particulière au niveau de cet angle, pas d'hématome, rien. Pardon. Bilan strictement normal, pas de trouble de la case sanguine. Bilan paraclinique normal. Et au scan, qu'est-ce qu'on observe? On observe une collection sanguine au niveau de la glande lacrymale, à la partie supéro-externe et supérieure de l'orbite. Le cas, les collections comme ça, moi j'en ai vu quelques-unes quand j'étais à l'hosto, soit traumatiques, par exemple par accident de chasse, de plomb, soit spontanées, ou par fracture. Les collections intraorbitaires ont tendance à se drainer toutes seules. Ça c'est un premier point. C'est ce qui s'est passé chez ce patient. Mais le problème, c'est de savoir pourquoi il a eu ce problème. Et on n'a pas retrouvé l'étiologie. On n'a pas retrouvé l'étiologie. On pense qu'il s'agirait de malformations artérielles ou veineuses au niveau de l'irrigation de la glande lacrymale, à la partie supérieure et supéro-externe de l'orbite, qui aurait saigné à la mise en pression. Donc c'est un barotraumatisme qui aurait créé cet hématome responsable de la symptomatologie. Donc, ptosis, diplopie, avec un examen strictement normal, à une évolution spontanément régressive. Et alors ça, c'est le truc qui me fait le plus délirer. C'est un cas qui est rapporté par le docteur Poncin. Alors Valérie Poncin, c'est une ophtalmo de Pau, qui est médecin coordonnateur des équipes,
C'est-à-dire qu'elle assure au sein de la fédération le suivi des athlètes de haut niveau, des sportifs de haut niveau, et chez nous c'est la nage avec palme, pardon. Il y a, dans la fédération, il y a plusieurs spécialités, il y a la plongée scaphandre, la nage avec palme, il y a des types qui font du hockey sous l'eau, du tir, de l'orientation, etc., de l'apnée, et parmi les fédérations sportives sont reconnus sport de haut niveau, les nageurs avec palme, de quel je suis, et cet ophtalmo, est confronté à un plongeur de 58 ans niveau 3 qui a aucun antécédent en dehors d'une hypertension artérielle traitée et régulée, qui a eu comme seul antécédent médico-chirurgical une chirurgie phacoréfractive en mars 2010. Alors ce qu'on appelle une chirurgie phacoréfractive, c'est la chirurgie de la cataracte. La phacoémulsification, c'est la émulsification du noyau, c'est le traitement aux ultrasons, qui nous permet de tunneliser, donc de faire des incisions minuscules. Qui dit incision minuscule dit faible astigmatisme post-opératoire. Qui dit faible astigmatisme post-opératoire dit récupération beaucoup plus rapide. Autrefois, dans l'ancien temps, quand j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années, on pouvait raisonnablement presque une paire de lunettes après chirurgie de la cataracte au bout de 3 mois. Il fallait enlever 5-6 fils qui tiraient les uns les autres. On avait des astigmatismes induits, c'était très, très, très compliqué. Et pour les gens, c'était 3 mois. Maintenant, en post-op, j'ai fréquemment des acuités visuelles à 10 dixièmes sans correction, en binoculaire, ou à 7-8 dixièmes en monoculaire, mais 10 dixièmes en binoculaire, 3 jours après les interventions. Ça c'est, pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'astigmatisme post-op, on a des astigmatismes induits qui sont dérisoires. Et le deuxième paramètre, c'est pour ça que je vous parle de tout ça, c'est qu'en fait, on a des calculateurs, des implants intraoculaires qui remplacent les cristallins, et qu'on appelle les cristallins artificiels, les implants intraoculaires. Les Américains disent lentilles intraoculaires. Et ces calculateurs sont devenus tellement précis que l'on arrive à adapter à chaque œil que l'on opère la puissance d'un implant. Et par là, on peut corriger les amétropies, comme des myopies fortes, des myopies simples ou des hypermétropies. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un double avantage, une chirurgie de cataracte et une correction de l'amétropie. Les chirurgiens réfractifs, ceux qui traitent les astigmatismes, les hypermétropies ou les trucs, peuvent faire des cristallins clairs, c'est-à-dire la chirurgie de cataracte sans cataracte, pour corriger une amétropie. D'accord? C'est pour ça que vous verrez ce terme de chirurgie phacoréfractive. Et ce type-là a bénéficié d'une chirurgie phacoréfractive. Et alors, ce type-là se décrit des troubles visuels de façon caricaturale, reproductible, toujours de la même façon, à savoir des épisodes de flou visuel, pas d'amorose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'acuité visuelle. Il n'y a pas de perte d'acuité visuelle, il n'y a pas de chute brutale de vision noire. C'est uniquement un épisode de vision trouble, blanche, et qui régresse spontanément en quelques dizaines de minutes. Et ça se produit toujours depuis au décours de la première plongée, mais ça se produit systématiquement lorsqu'il plonge au-delà de 25 mètres. Ça débute à peu près un quart d'heure après la sortie, ça dure 1 heure environ, et ça régresse spontanément. Et le type dit, bon, aucun autre signe, sinon la fatigue. Donc ça c'est très important, la fatigue, parce que la fatigue c'est un signe, à mon avis, majeur d'accident de désaturation. Lorsqu'un plongeur est fatigué ou une fatigue anormale, c'est un signe de relargage bullaire important. Qu'il soit symptomatique ou pas symptomatique, il y a des gens qui vont pas d'accident. Et c'est toujours ressenti au décours d'une plongée à l'air. Pourquoi? Parce que quand il plonge au nitrox ou au mélange ternaire, je pense qu'il plonge pas au mélange ternaire, mais quand il plonge au nitrox, il sature moins, et ça lui fait pas. Bon. Alors, on lui fait un examen clinique normal, paraclinique, champ visuel, en géographie, tout strictement normal. On lui cherche même un foramen ovale perméable, et on ne trouve rien. Et alors là, on se trouve confronté à un hurluberlu qui décrit tout de façon systématique, de façon très codifiée, des épisodes de flou visuel, et on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'il peut avoir ce type-là? Et le type dit, mais c'est vraiment parce que les copains ils me disent que j'ai des bulles dans l'œil. Alors là on se dit, alors lui non seulement c'est un hurluberlu, mais bon, bon, on en a beaucoup comme ça, on en voit beaucoup en consultation qui nous racontent des trucs. Et il dit, mais si vous voulez, je peux me les faire photographier parce que moi je les ai vus mes bulles en fait. Et donc, l'ophtalmo en question lui dit, ben oui, si vous voulez.
Et qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, ici, on voit des bulles dans la chambre antérieure. Alors, c'est rigolo parce que là, vous avez le reflet du salon ou du club de plongée, parce que le type a fait une photo macro de son segment antérieur. Et on a ici, effectivement, des bulles en chambre antérieure. Et alors là, on tombe tous par terre et on dit à ce type-là, est-ce que vous seriez prêt à accepter une immersion en caisson pour essayer de reproduire ce phénomène? Et le type dit oui, il n'y a pas de problème. Il dit à part que là, je m'en vais en Corse pendant 10 jours. Je dis ça tombe bien, en Corse à Ajaccio, on a un type qui s'appelle Bruno Grandjean, qui peut vous faire une compression thérapeutique à 25 mètres, hein, à l'air, et on va voir ce qui va se passer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le type a accepté, le plongeur a accepté la manipulation très gentiment. Il a été caissonné à 25 mètres, à 300 kata, à l'air, et à la décompression. Il a décrit à la sortie des troubles fonctionnels visuels identiques à ceux qu'il avait toujours allégués. Et quand ils sont allés tous au service ophtalmo qui jouxtait à Ajaccio, tout le monde est tombé par terre parce que le type avait des bulles dans sa chambre antérieure. Donc en fait, c'est un accident. Ce qui est insensé dans cette observation, c'est que d'abord, c'est un authentique accident de désaturation que l'on peut visualiser parce que jusqu'à présent, les bulles, vous verrez, on les observe de façon indirecte dans les tissus, on a des nécroses tissulaires ou alors on a des hypos ou des hypersignaux médulaires à l'IRM, mais là c'est un organe où véritablement on voit apparaître des bulles qui se forment et qui s'éliminent spontanément et qui sont la visualisation, la matérialisation de l'accident de décompression. Ça n'a absolument jamais été décrit et le problème maintenant c'est d'essayer de savoir pourquoi pourquoi ce type-là fait ces accidents uniquement sur un seul œil. Voilà. Alors on imagine, on fait des recherches sur les implants. On a demandé à Blato de comprimer des implants intraoculaires, hydrophiles, hydrophobes, silicone, etc., pour voir s'il se formait des bulles au niveau de ces implants. Si dans la manufacture dans la construction de ces implants, il n'y avait pas peut-être de l'air captif qui pouvait s'expandre à la mise en pression. Et en fait, les résultats sont pas concluants parce que ils ont fait des manips, mais ils ont reproduit la création de bulles à l'intérieur des blisters, des boîtes, parce que les implants sont contenus dans de l'eau, hein, et ils ont mis donc en compression les blisters, mais le problème c'est qu'à mon avis, la manip a été pervertie, enfin, comment dirais-je, a mal été réalisée, parce que dans les flacons avant immersion, avant compression, il y a déjà des microbules sur les implants. Donc à mon avis, c'est pas significatif. Mais à ce jour, le mystère, j'allais dire, reste entier. On ne sait pas pourquoi ces bulles apparaissent. On n'a pas d'hypothèse physiopathe. Mais bon, l'intérêt de cette observation, c'est que là, voilà, on peut visualiser véritablement un accident de désaturation. Voilà, je crois que c'est fini. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?